Je voudrais souhaiter la bienvenue à vous toutes et à vous tous qui êtes avec nous ce soir et à tous ceux qui vont intervenir. Nous serons plus ou moins 3500, 4000 personnes ce soir réunies dans ce forum pour arrêter l'arrêté, pour soutenir les milliers de consultations qui sont réalisées chaque jour dans toute la France par des psychologues cliniciens qui écoutent la parole de ceux qui souffrent. C'est ce travail-là qui est discrédité dans la rédaction de la proposition de loi Les Républicains d'un ordre des psychologues. C'est ce travail-là que l'on balaie d'un revers de la manche avec cet arrêté scélérat. Un être humain, c'est un récit. C'est le récit qu'il se fait de lui-même. C'est le récit que l'autre a fait ou fait de lui. C'est le récit qui passe par une parole, la sienne, qui vient se dire là où elle peut être entendue et interprétée, afin que le récit s'éclaire d'un nouveau jour. Ne nous y trompons pas. En attaquant les psychologues cliniciens, ce qui est visé, c'est la clinique de la parole. C'est l'humain dans sa singularité, dans la singularité de son récit, pris dans un corps qui s'éprouve des signifiants qui l'ont marqué. Réduire le corps aux synapses, c'est réduire l'humain à l'organe. Réduire le psychologue à n'être qu'un expert en synapses, c'est le réduire à n'être qu'un trafiquant d'organes au service d'un marché. Nous sommes réunis ce soir pour dire non à cette volonté affirmée d'éradiquer la parole qui porte le récit de chacun. Arrêtons l'arrêté. Et je remercie Éric Zuliani qui a assuré la coordination de ce forum. Et je passe tout de suite la parole à Éric Zuliani. Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, une nouvelle fois, les pratiques psy sont la cible d'un coup de force autoritaire visant à réduire leur diversité pour finalement y installer le neuro à tous les étages. Non pas au nom de la science, mais plutôt à celui d'une réduction croissante des moyens alloués à l'accueil des précarités subjectives. Le dramatisme de ce qu'est une existence humaine en est alors réduit jusqu'à la bêtise, jusqu'à la niaiserie, disait Lacan, à des comportements et des zones cérébrales. Mais l'opinion éclairée sait pourtant très bien ce que parler a de précieux et d'essentiel, comme en témoigne d'une certaine manière le succès d'audience de la série En thérapie récent et aussi des récents témoignages écrits, des livres sur un abus ou un inceste, résultat parfois, souvent, d'une longue expérience de parole salvatrice. Ce forum donne la parole à des intervenants de divers horizons, vous le verrez, pour expliciter les enjeux et faire reculer une nouvelle fois cette tentative de faire main basse sur le champ psy. Champ psy qui est sans doute, c'est une formule qui m'est venue, un bien public. Sous un nouvel accent, une nouvelle séquence, menace sur l'inconscient. On aurait pu intituler ça menace sur la parole aussi. J'ai le plaisir de vous présenter Hervé Castanet, qui est psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne. Cher Hervé, je te laisse la parole. Oui, merci. 4 remarques sur la thèse neuro, N-E-U-R-O, ou comment faire avec un paradigme épistémologique qui se veut exclusif pour la clinique. Premièrement, ma question est non pas pourquoi cela, mais comment cela est-il possible? La réponse touche au champ des savoirs constitués. Le combat des années 2000 porta sur cette opposition entre cognitif comportemental et inconscient. Est-ce celui des années 2021?
Cette opposition n'a pas disparu, mais est devenue secondaire. Une thèse principale a émergé. La thèse neuro se substitue à la thèse comportementale ou plus justement l'englobe. Une preuve parmi d'autres, l'arrêté du 10 mars 2021 dont on parle ce soir. Parmi les pratiques exigées, on trouve toujours les thérapies cognitivo-comportementales, mais elles ont perdu de leur superbe au profit de celles où le neuro, pur et dur en quelque sorte, est privilégié. Si la vie d'un enfant de 0 à 7 ans est développement et qu'il est fondé comme neuro, alors toute approche se devra d'isoler au plus près la causalité neuro qui est postulée. Le neuro est plus que le cognitif, qui désigne, lui, des modalités de fonctionnement. Il est l'organe, le neuro, où loge la cause neuro a son fondement dans le cerveau, tel point déterminant que l'imagerie médicale le livre à l'observation. Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, président du Conseil scientifique de l'éducation nationale et membre de l'Académie des sciences, peut écrire « Tous les niveaux d'organisation, depuis la molécule jusqu'aux interactions sociales, conspirent pour déterminer notre fonctionnement mental. Il n'y a donc pas de compartimentation étanche entre biologie et psychologie. Saisissons, et je le cite encore, toute fonction cognitive émerge de l'architecture hiérarchique et enchâssée du système nerveux. » Pour la critique de cette leçon inaugurale au Collège de France, je renvoie au cours de Jacques-Alain Miller, Tout le monde est fou, de janvier et février 2008. Deuxièmement, le recours à l'imagerie médicale n'est pas un outil neutre au service d'une visée de décryptage du fonctionnement cérébral et des neurones qui s'y logent. Cette imagerie est un véritable Eldorado pour des chercheurs qui veulent enfin étudier l'organe qui reste le plus obscur de toute l'anatomie des êtres humains, le cerveau. Elle permet la dissection, le mot est de Dehaene, des fonctions cognitives. À propos du microscope, Gaston Bachelard avait noté en une formule choc qu'il ne prolonge pas la vue, mais le concept. L'imagerie neuro est une forme sophistiquée du vieux microscope des laboratoires de biologie. Quel concept prolonge-t-elle? Le dire ainsi est affirmer un nouveau paradigme épistémologique pour la science avec ses conséquences cliniques. Certains, même parmi les analystes, récuseront d'attribuer à la thèse neuro le statut de paradigme épistémologique. N'est-ce pas faire trop d'honneur à ces descriptions où des bribes issues de la neuroimagerie et de la neurologie sont sollicitées par le psychiatre et le psychologue, voire le psychanalyste, désormais en blouse blanche, qui veulent marier la causalité psychique et la thèse neuro. Un paradigme épistémologique est heuristique, justement, s'il relève tout à la fois d'une thèse rupture, dûment argumentée, qui fonde un champ nouveau, et d'implications banales que chaque clinicien utilise à son gré. Ce nouveau paradigme ne se trouve pas chez les psychologues ou les psychiatres. Ces derniers l'utilisent, mais ne l'ont pas dégagé. Troisièmement, ce paradigme a un nom. C'est le langage de l'esprit, et il appartient au champ de la philosophie analytique, dont la prétention à devenir toute la philosophie, au fondement de tous les savoirs, est explicite. Écoutez par exemple les cours de François Recanati au Collège de France pour en avoir une illustration. Ce même Recanati qui était intervenu plusieurs fois au séminaire de Lacan en son temps. Sa thèse affirme l'indépendance de la pensée et du langage.
Certes, le nouage pensée-langage est au sein de la philosophie analytique et de ses grandes références historiques complexes. Il y a ceux qui affirment la dépendance de la pensée par rapport au langage et d'autres qui, à rebours, posent que la parole exprime la pensée, soit l'indépendance de cette dernière par rapport au langage. Le logicien Frege, référence de Lacan, lui-même passera de la thèse de l'indépendance à celle d'un lien constitutif, donc à la dépendance. Le langage donnant pour lui à la pensée comme il disait, sa forme sensible. À cette opposition s'en ajoutent d'autres qui font varier les définitions du mot et du concept, en intention et en extension. La complexification des thèses et des raisonnements distingue le savant et l'ignorant. Je prends les termes qu'on utilise dans cette philosophie. Le premier maîtrise le concept qu'il a acquis selon un continuum d'apprentissage. Le second peut avoir les mots qui n'indexent que des pensées confuses, vagues. La pensée scientifique relève de la pensée pleine, la pensée de l'ignorant est une pensée verbale, ces mots relevant de la philosophie analytique. Retenons deux affirmations. Petit a, celle de l'indépendance de la pensée et du langage. Petit b, celle du langage comme et seulement comme instrument de la pensée lorsqu'est posée la dépendance. Le linguiste Chomsky ira jusqu'à définir le langage comme un organe, soit un fait génétique selon le mot de Lacan. Quatrièmement, que faire? Comment nous orienter à partir de la psychanalyse? Le projet de la philosophie analytique, celui de Recanati et de ses amis, est clair. Ne garder que deux possibilités à la philosophie, soit d'en être l'historien et de rappeler ce qui fut et comment cela le fut, soit d'en être un acteur qui conjugue la philosophie devenue enfin positive, entendez le mot, positive au présent du siècle. De même avec Dehaene et ses amis cognitivistes expérimentaux, pour la thèse Neuro qui a vocation à englober tout ce qui relève d'une clinique de la vie psychique devenue obsolète parce qu'elle est produite désormais comme vie mentale. Faut-il que nous soyons les derniers irréductibles à nous y opposer en faisant valoir les effets de la parole où se découvre la force de la causalité psychique? Mais ce travail est déjà fait et bien fait. Des milliers de livres, d'articles, de colloques et autres séminaires ne cessent de l'actualiser sur tous les continents. Reste cette question, pourquoi de tels travaux, les nôtres, s'éloignent-ils chaque jour davantage des lieux d'enseignement, de recherches universitaires et même de soins? Certes, ils sont toujours présents, actifs et vivants, mais pour combien de temps? Comment agir avec la thèse Neuro? La ridiculiser serait vain, la traiter de scientiste un peu rapide, l'expliquer par la thèse socio, S-O-C-I-O, sur le mode le libéralisme droitier des sociétés occidentales au service du capital valorise les forts et produit ses exclus. Thèse qui trouve bien vite sa limite, même si elle a une vraie légitimité pour les actions de lutte institutionnelle et des droits à défendre. Je propose que ce nouveau paradigme, le réel neuro, comme dit Miller, soit attaqué dans son fondement épistémique, non point en faisant valoir nos propres résultats, mais en démontant les présupposés que ce dit paradigme cache sous le vocable de science. Le faire un par un pour chacun de ces présupposés qui réduit la réalité humaine au cerveau en affirmant
je cite Jacques-Alain Miller, que l'homme est essentiellement un cerveau et que le cerveau est une machine à traiter de l'information. Il nous appartiendra de terroriser, je mesure le mot, même si j'ajoute entre parenthèses sic, intellectuellement ceux qui se croient les nouveaux Galilées, lisant à livre ouvert dans les neurones du cerveau l'écriture mathématique du désir, de l'amour, de la jouissance, bref, de la parlotte du par-l'être, comme dit Lacan. Faisons de ce combat, concept contre concept, une action des Lumières, alors que la thèse neuro veut nous livrer au bas-fond de l'obscurantisme. Lire Lacan, prendre tout l'enseignement de Lacan a aussi cette conséquence. Merci Hervé Castanet. Je trouve que c'est un très beau texte, très important, et tu proposes une thèse. Tu proposes plutôt, me semble-t-il, plus qu'une thèse, tu proposes quelque chose de nous mettre au travail, d'une certaine façon, de nous déranger nous-mêmes, en allant démonter le système qui est un système performatif, qui n'est pas, d'une certaine façon, qui n'est pas un système démontrable comme tel, qui est un système performatif et donc qui peut se démonter, qui peut s'attaquer, qui peut se déconstruire. Et ce travail-là, c'est un travail que l'on peut faire, nous, en s'y mettant, ça a été fait par un certain nombre de collègues qui s'y sont attaqués et qu'on va entendre aussi, mais je trouve que tu nous proposes là quelque chose qui n'est « arrêtons de nous justifier, démontrons que c'est une fumisterie ». Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Tu peux me répondre. Alors, fumisterie est un terme de combat tout à fait utile pour le forum. Dans les lieux ad hoc, ça doit être articulé autrement. Oui. Par exemple, le génial philosophe Leibniz a toujours pensé la philosophie au service des maîtres, a même inventé des langues universelles où la grammaire se réduirait à la logique, c'est-à-dire plus de paroles. Et l'intérêt, puisque la philosophie ne s'est pas arrêtée avec Leibniz, c'était quand même de démontrer que ces langues-là universelles, dont la structure du cerveau peut aujourd'hui, grâce à la neuroimagerie, en quelque sorte donner une présentification dans le corps, eh bien, elles peuvent être écrites, mais elles ne peuvent pas être parlées. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais qui montre quand même que nous avons des moyens et des combats. Il y en a assez de dire « nous sommes sur les strapontins, nous avons de petits sièges », ça suffit. Le combat doit être mené concept par concept, plutôt que d'expliquer inlassablement les acquis de notre pratique. Mais bien sûr, nous sommes d'accord. Il ne s'agit pas de montrer ces acquis ailleurs par des études multiples et variées. Bien sûr, ça, il faut aussi le faire. Mais ce combat, me semble-t-il, c'est de le mener concept contre concept et au fond, s'attaquer à des professeurs du Collège de France, à l'Académie des sciences, aux directions du CNRS. Je trouve que ça a un certain style. Hervé, merci, je suis pour. Merci aussi d'avoir rappelé la vague qu'il y a eu du côté de la philosophie, qui a été submergée en effet par la philosophie analytique aussi. Il y a eu ce mouvement à un moment donné. Et puis, tu annonces aussi, j'y suis sensible, les TCC sont dépassés. Ce n'est pas une très bonne nouvelle parce que c'est par pire. Et ton texte le démontre. Merci beaucoup, Hervé. Oui, je crois qu'il y a un point très important, c'est que quand j'ai dit fumisterie, ce n'est pas une critique des neurosciences, parce que ce sont des avancées formidables, les neurosciences. Mais les neurosciences appliquées à la psychologie, les neurosciences appliquées à l'humain dans sa subjectivité, c'est un problème c'est là où on pose aussi la question de qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Tu rappelais le cerveau, une machine. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a quand même à s'interroger sur le fait que ça envahit tout. Ça envahit aussi la question de l'éducation,
Blanquer est un proche de Stanislas Dehaene. Ça envahit beaucoup de secteurs. Il y avait un article qui se voulait rigolo, qui montrait l'utilisation des nudges désormais dans les gares, un peu partout, c'est-à-dire ces visuels qui visent à orienter psychiquement les personnes à partir de concepts neuro. Je ne vais pas déployer ça. Je crois que nous avons du travail, tu nous invites à se mettre au travail, concept contre concept, et je crois que nous avons du pain sur la planche et il va falloir s'y mettre effectivement. Je vais passer la parole